Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette édition spéciale consacrée aux élections régionales. Au lendemain du premier tour, 3 listes sont en lice, le FN, l'Union UDI, LR et le Parti socialiste. Quels sont les enseignements du premier tour? Quels sont les enjeux du second? Je vous propose justement de passer cette émission pour consacrer cette émission à ces questions. Sur le plateau, avec nous, Jérôme Durin, tête de liste socialiste. Bonjour pour la Saône-et-Loire. Julien Audoul. Bonjour. Bonjour, vous êtes chef de file pour le Front National dans l'Yonne. Et Alain Joyandet, chef de file LR UDI pour la Haute-Saône, devrait nous rejoindre d'ici quelques minutes. Et puis nous irons voir ce qui a circulé sur les réseaux sociaux avec vous. Elsa Bezin, réaction, reprise de campagne et appel à la mobilisation. Nos experts politiques avec nous également, Éric Essicot, pour interroger nos invités et analyser le vote d'hier. Et puis avec vous, Jérémy Chevreuil, nous évoquerons la suite des événements. D'autres invités seront également en duplex avec nous depuis Besançon avec Catherine Emziri. Catherine Emziri, qui sont les invités qui sont autour de vous? Bonjour Aude, bonjour à tous. Eh bien, nous avons 3 invités aujourd'hui sur le plateau à Besançon. Tout d'abord, Sylvie Laroche, conseillère régionale PS. Elle est même vice-présidente sortante. Elle était chargée de la formation et des lycées. Julien Accard du Front National. Il est conseiller municipal d'opposition à Besançon. Et puis Stéphane Kremer, conseiller régional LR. Il est même le président du groupe LR UDI au conseil régional de Franche-Comté. À tout de suite. Merci Catherine, à tout de suite. Et Alain Joyandet nous a donc rejoint sur ce plateau. Bonjour, merci de nous avoir retrouvés. Les résultats, d'abord, sur l'ensemble de la grande région Bourgogne-Franche-Comté, nous allons voir ensemble le résultat du premier tour. La liste FN conduite par Sophie Montel obtient donc 31,5% des suffrages. Devant François Sauvadet pour LR UDI, 24%. Et la socialiste Marie-Guite Dufay, presque 22,99% pour être très précis. Notez qu'une autre liste dépasse la barre des 5%, celle de Debout la France menée par Maxime Thiebaud. Il sera en duplex, en direct avec nous tout à l'heure. On va voir à présent, en fonction des départements, du côté de la Franche-Comté, c'est en Haute-Saône que le Front National obtient son meilleur score avec 37,5% des voix devant le Parti Socialiste, 23,88%, LRUDI 20,89%. Le territoire de Belfort, ensuite, le FN arrive en tête avec 34,76%, le PS 20,7%, LRUDI 18,76%. Dans le Doubs, Sophie Montel totalise 31,74% des voix devant Marie-Guite Dufay 26,09, François Sauvadet 22,78. Enfin, le Jura, c'est là où le score du FN est le plus faible. En Franche-Comté, il reste en tête avec un peu moins de 30% des voix devant LRUDI 23,34 et le PS 23,19. En Bourgogne, un seul département fait figure d'exception, c'est la Côte d'Or qui a placé François Sauvadet en tête. Côte d'Or dont il est le président du conseil départemental. La liste LRUDI atteint 30,8% devant le FN 27,7 et le PS 22,3. Pour le reste, dans l'Yonne, le Front National réalise son meilleur score en Bourgogne avec 36,2 devant la droite 22,4 et le PS 18,4. Dans la Nièvre, Sophie Montel obtient 31,4 devant Marie-Guite Dufay deuxième avec 24,5 et François Sauvadet 18,1. Enfin, la Saône-et-Loire a voté FN à près de 29%, 28,99. La liste LR UDI est à 25,1 et celle du PS à 22,9. On vient de le voir, la grande gagnante de ce premier tour, c'est la tête de liste du Front National, Sophie Montel. Alors, comment a-t-elle passé cette soirée électorale aux côtés de ses militants? Réponse avec Pascal Schnebele et Claire Perrault. À peine les premiers bulletins dépouillés, on joue du portable au Front National et surtout de la calculette. Entre 30 et 32% des voix en Bourgogne-Franche-Comté et dans certaines communes, un FN qui frôle les sommets. Bien, nous sommes en tête partout. Oui, non, partout. Oh, tu me diras les trucs. Parce que là, on est à 40. Le dernier résultat que j'ai reçu, on est à 40%, Sauvadet 16. Ça s'appelle une claque. Solidement en tête avec 31,5% des voix au final, Sophie Montel est sûre de ses électeurs pour le deuxième tour. Si nous sommes en triangulaire, les chances du Front National sont certaines, puisque nous avons la dynamique derrière nous, avec 6 ou 7 points ou 8 points d'écart avec notre premier adversaire derrière, la liste UDI, les Républicains. C'est tout à fait jouable pour le Front National. Qu'on soit en tête, il n'y a pas de surprise.
Moi, je pensais 34, pas 35. Il faudra encore travailler. Car le PS a des réserves avec les écologistes et le Front de gauche. À droite, les 5,2% de voix de Debout la France sont très convoités. Pas question pourtant de tractation d'appareils pour Sophie Montel, mais un appel du pied aux électeurs de Maxime Thiébaut. Il ne veut pas du Front National à la tête de la Bourgogne-Franche-Comté. Ce n'est pas forcément ce que souhaitent ses électeurs. Je n'ai rien à offrir à M. Thiébaut. Je me bats pour mes convictions et avec les idées qui sont les miennes. Et j'ai un long combat politique derrière moi et je n'ai jamais pratiqué les petits arrangements entre les deux tours. Je laisse ça à la clique UMPS. Une stratégie invariable depuis 30 ans qui portera ses fruits ou pas dimanche prochain. Tournons-nous vers vous, Éric Sicot. Quels sont les enseignements à tirer de ce premier tour des élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté? On l'a dit, on l'a redit, avant tout que les électeurs ont boudé les urnes. Il faut le rappeler, seul un inscrit sur deux s'est déplacé malgré les appels à la mobilisation. C'est une forme de vote de contestation dans les grandes villes. C'est Sens qui bat tous les records d'abstention, plus de 63%. À Mâcon aussi 61%, Nevers 60%. Deuxième enseignement évident, le Front National gagne du terrain avec un score de 31,5% en Bourgogne-Franche-Comté. Il triple quasiment son score de 2010. En revanche, son volume de voix est assez proche de celui des départementales de mars. Il gagne 15 000 voix, soit une progression d'à peine 5%. Mais c'est évidemment le mode de scrutin, la proportionnelle, qui lui est plus favorable que le scrutin majoritaire des départementales. Le FN est néanmoins en capacité de ravir la région, et ça c'est une première. Son score est nettement plus important en Franche-Comté qu'en Bourgogne, près de 33% contre un peu plus de 30% en Bourgogne. Et ce n'est sans doute pas une coïncidence fortuite, c'est en Franche-Comté que la droite fait son plus faible score. Elle y arrive troisième avec 22%. D'ailleurs, le grand perdant de cette élection apparaît comme étant François Sauvadet. Le bloc de droite perd près de 37 700 voix par rapport au mois de mars. La gauche, elle aussi, voit s'échapper des électeurs, environ 16 000 de moins qu'il y a 9 mois. Et ce sont avant tout des gens qui sont tout bonnement restés à la maison et que chacun des deux camps doit aller maintenant chercher en vue du deuxième tour. Merci beaucoup Éric. Vous parliez justement des électeurs. Eh bien, comment réagissent-ils aujourd'hui au lendemain de ce premier tour? Nicolas et l'Andalousie, David Martin, sont allés leur poser la question dans la périphérie de Besançon. Montferrand-le-Château dans le Doubs, 2000 habitants. Ici, comme dans la région, les électeurs ont placé le Front National en tête du premier tour avec 32% des voix. Douloureux pour certains, ce résultat ne surprend pas la majorité des électeurs. Si jamais on revient au Front National, on est foutu. Qu'est-ce qui vous tracasse dans ce tour? Qu'est-ce qui vous fait peur, visiblement? J'ai peur. J'ai peur, c'est tout. On va revenir comme du temps de la guerre. Voilà. Moi, je ne suis pas pour Le Pen. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. Disons que les gens avec l'islam qui commettent beaucoup d'attentats et tout, forcément, les gens en ont un peu marre. Et donc, le Front National est arrivé en tête. La surprise, elle n'a pas, quoi. Elle n'a pas. Autre fait marquant de ce scrutin, l'abstention. Ici, elle atteint 41%. Les abstentionnistes, un réservoir de voix pour les candidats, mais ces électeurs qui boudent les urnes seront difficiles à convaincre. Pour moi, il n'y en a aucun qui est valable, quoi, parce que de toute façon, on n'aura jamais, on n'obtiendra jamais d'amélioration, je pense. Est-ce qu'ils pourront, ces politiques, retrouver votre confiance ou est-ce qu'ils l'ont perdue définitivement? Bon, ils pourront peut-être la retrouver, mais bon. Je ne sais pas quand. Conclusion, mesdames et messieurs les candidats, vous avez du boulot. Beaucoup de réactions également sur les réseaux sociaux et pas uniquement de personnalités politiques. Elsa Bezin, réaction particulièrement à ce fort score du Front National hier soir. Oui, on commence avec la réaction d'une ancienne Miss France et Miss Bourgogne, Marine L'Orphelin, qui revient d'un voyage et qui écrit ce matin 50% d'abstention, mauvaise nouvelle. Un petit peu plus haut, un autre message du site J'aime Dijon, un site d'actualité dijonnaise, réveil difficile, pas besoin de vous expliquer. Et puis, je termine par un petit clin d'œil, je n'ai pas pu résister. C'est une erreur de nos confrères d'LCI hier soir. Vous le voyez, le candidat François Sauvadet, rebaptisé Monsieur Machin Chose, de quoi donner de l'eau au moulin à celles et ceux qui parlent de déficit de notoriété pour le candidat. Et je vous montre ce dernier tweet. C'est Alain Cornu, un conseiller municipal FN de Morbier, qui dit notoriété identique sur le terrain de François Sauvadet pendant la campagne.
Merci. Du coup, ma question va forcément à Alain Joyandet. Est-ce que vous auriez fait mieux? Pardon? François Sauvadet, est-ce que vous auriez fait mieux? Bon, vous savez, ce n'est pas la question qui se pose. Je crois que la question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi autant de nos concitoyens votent pour le Front National. Je crois que la République a reculé depuis des années, j'allais dire presque des dizaines d'années. Notre pays, petit à petit, se dégrade. Beaucoup, j'allais dire des millions de Français sont inquiets. Le chômage, la difficulté des entreprises, artisans, commerçants, le monde rural. Vous avez dit tout à l'heure que beaucoup de villes avaient très peu voté. Le monde rural a voté. Ça amplifie encore les résultats. Le monde rural a voté FN parce que le monde rural se sent totalement oublié. Donc on rentre dans une nouvelle société dans laquelle beaucoup de nos concitoyens ont besoin d'être rassurés. Si vous ajoutez à cela... Mais ça, on le dit depuis 20 ans. Non, mais attendez, on le dit depuis 20 ans, mais il y a une amplification énorme. Et si vous ajoutez à cela, j'allais dire, les événements du 13 novembre, on ne peut pas dire quand même que les événements du 13 novembre n'ont pas joué sur ce scrutin. Peut-être pas dans des proportions énormes, mais enfin quand même. Donc si on ajoute à cela cette insécurité de nos concitoyens, on arrive au résultat d'aujourd'hui. Mais la droite n'a pas su leur parler à ces citoyens inquiets. C'est la deuxième très bonne question, puisque à l'intérieur même de la droite, nous devons faire notre propre autocritique. Vous savez bien qu'à l'intérieur même de la droite classique, il y a un débat. Est-ce qu'on en fait trop quand on parle de nos valeurs? Est-ce qu'on est trop à droite? Est-ce qu'il faut en faire moins? Ou est-ce qu'il faut carrément affirmer nos valeurs, affirmer nos convictions? Je note juste que les deux candidats des Républicains UDI en union au premier tour qui font le mieux en France, M. Retailleau dans sa région et en Rhône-Alpes, je vois bien quand même que ces deux candidats d'union de la droite et du centre sont quand même deux candidats qui sont sur une ligne politique républicaine très claire, très forte, et qui parlent justement d'une manière très claire. C'est pas le cas de François Sauvadet? Mais je ne parle pas de François Sauvadet, je parle du résultat là, on est national. Là pour parler de la région, du coup. Non, mais d'accord, bien sûr, mais je pense qu'on a besoin collectivement d'avoir un discours très clair auprès de nos concitoyens. Et donc, ce résultat du premier tour, évidemment, est provisoire. Le deuxième tour reste très ouvert. Je pense qu'il faut en tirer les conclusions pour le deuxième tour. Alain Joyandet, vous étiez chef de file pour le parti Les Républicains sur cette élection. En Franche-Comté, François Sauvadet fait 3,5 points de moins qu'en Bourgogne hier, alors même que la Franche-Comté est une région plus à droite que la Bourgogne. Par exemple, la Franche-Comté avait voté Nicolas Sarkozy au deuxième tour en 2012, à contrario de la Bourgogne qui, comme le reste de la France, avait plutôt voté François Hollande. La question est donc, est-ce que les Républicains, est-ce que les candidats de droite en Franche-Comté ont fait le boulot? Notamment vous étiez absent hier, par exemple. Écoutez, c'est la troisième bonne question, si je puis dire, par rapport à l'analyse des résultats. On voit très bien qu'il y a un effet Franche-Comté. Il faut regarder les choses comme ça, parce que les deux dames qui sont candidates sont deux personnes qui émanent du Conseil régional de Franche-Comté. Vous n'êtes pas sans savoir que les Francs-Comtois ont plutôt peur de la fusion, qui n'inquiète pas les Bourguignons. Donc dans les deux résultats, on a un effet Franche-Comté qui est évident, puisque ces deux candidates sont issus de la Franche-Comté, et notamment la candidate PS, qui creuse vraiment l'écart en Franche-Comté, parce que je crois qu'il y a un vote franc-comtois. Oui, mais on le savait depuis le début. Le plus grand, c'est pour François Sauvadet, qui a un vrai déficit. En Franche-Comté, 3,5 points, c'est énorme. Il est troisième, par exemple, dans votre département de Haute-Saône. Il est troisième dans le territoire de Belfort. Il nous reste 8 jours pour le faire mieux connaître en Franche-Comté et inverser le résultat la semaine prochaine. Un mot peut-être, justement, de Julien Audoul par rapport au Front National, par rapport au score? Oui, par l'enseignement de cette élection, je dirais, il est clair. C'est que nos compatriotes de Bourgogne et de Franche-Comté ont voulu envoyer un signal retentissant. Ils ont voulu dire la préhistoire politique, c'est terminé. Voilà, cette politique menée par cette caste UMPS, totalement déconnectée des difficultés, des problèmes que rencontrent nos compatriotes, ils n'en veulent plus. Voilà, ce qu'ils veulent, c'est écrire l'histoire de leur région avec une plume patriote et avec une ongle tricolore. Et cette espérance, elle est portée aujourd'hui par Sophie Montel. Est-ce que, Julien Audoul, vous ne craignez pas que, certes, c'est une grande victoire pour le Front National au premier tour, mais c'était déjà le cas au départemental en mars, et au final, un seul binôme élu sur les quelques 130 cantons, je ne sais plus combien il y a de cantons exactement en Bourgogne. Mais d'ailleurs, ils ont déjà disparu, parce que c'était dans Lyon, il y en a un qui a démissionné. On voit clairement qu'il y a un effet de deuxième tour. Quand le Front National est en tête au premier, souvent ça mobilise les électorats de vos adversaires. Où sont vos réserves de voix, à vous? Il y a des réserves de voix qui sont immenses. Je dirais que l'armée des oubliés n'a pas encore donné.
vous avez tous ces Français qui ne sont pas... Il y a une participation, bien sûr, qui est en hausse, mais il y a énormément de Français qui ne sont pas allés voter. Vous avez des abstentionnistes qui sont écœurés, justement, par la politique menée par l'UMPS depuis 30 ans, qui sont dégoûtés, donc, par ces pratiques politiques que j'ai condamnées à l'instant, qui ne sont pas allés voter. Vous avez tous ces électeurs de droite. Monsieur Joyandet parlait des valeurs. Mais peut-on parler de valeurs de droite avec un candidat centriste de l'UDI qui est communautariste et européiste? Il y a un problème. Et je pense que ces électeurs de droite vont se porter sur la seule candidate qui peut battre la gauche, Sophie Montel. Et bien justement, elle est à gauche. Oui, parce que finalement, donc c'est une claque de plus pour le pouvoir. Ça pour vous, Jérôme Durin? Ça s'annonce extrêmement difficile pour le deuxième tour. Non, je ne crois pas que ce soit extrêmement difficile. Ça va être très très serré, mais je pense qu'on peut l'emporter. Parce que la gauche va se rassembler sur la République et qu'on a des gens qui ne se sont pas déplacés au premier tour, qui vont prendre conscience du risque Front National. Parce que moi, je veux bien entendre tous ces discours européistes, UMPS, communautaristes. C'est ce que vous êtes. On peut se laisser parler les uns les autres. La réalité, tout ça, c'est des bêtises, c'est des mots creux. Il y a des gens qui souffrent économiquement, socialement, qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui veulent faire mal au système politique, c'est vrai, qui en aura le bol. Quand votre interviewé tout à l'heure disait il n'y en a pas un de valable, c'est accablant. Mais en même temps, c'est pas avec le Front National qu'on va trouver des solutions. Jérôme, les pratiques politiques, c'est pire chez eux. Mais est-ce que les électeurs ne vous entendent plus, Jérôme Durin? C'est vrai. Mais du coup, je pense que là, il y a quand même un socle de gens qui vont prendre conscience que les propositions du Front National, ce sont des mots creux. Il n'y a aucune proposition régionale. On est sur des thématiques nationales. On a des gens qui sont sur le fond et sur la forme des imposteurs. Ils travaillent moins que les autres. Ils sont moins présents que les autres. Ils ont encore moins de considération pour les électeurs. Et on irait voter pour ceux-là pour se défendre. Je pense qu'il va y avoir un sursaut. En tout cas, Jérôme Durin, une dernière question, s'il vous plaît. Très rapidement. Le premier secrétaire de votre parti a appelé les listes PS arrivées 3e à se retirer quand il y avait une victoire possible du Front National. C'est le cas dans le Nord, c'est le cas en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce sera aussi peut-être le cas en Alsace. En tout cas, la direction du PS le souhaite. Pourquoi ce n'est pas le cas en Bourgogne-Franche-Comté? Le PS prend ses responsabilités partout pour faire battre le Front National. Partout. Il y a des endroits où notre responsabilité, c'est de quitter la scène et de laisser la droite face au Front National. En Bourgogne-Franche-Comté, c'est l'inverse. C'est précisément parce que nous sommes les mieux placés vous êtes pour troisième. gagner. Oui, nous sommes troisième. Il n'y a pas de dynamique à droite. Ils sont en train de dévisser depuis des semaines. Je suis désolée, je suis obligée de vous couper. Le total gauche va nous permettre de gagner. Nous sommes les seuls. Vous parlez justement de Marguerite Dufay, de la dynamique justement en laquelle bien Marguerite Dufay croit. Notre équipe a passé la soirée avec elle hier. Emmanuel Révélin, Fabienne Lemoine. 20h hier soir, Marguerite Dufay est sur la route de Dijon quand elle apprend les premiers résultats. Ouais, mais le Front National a 33 ? Ouais, mais comme vous m'avez dit, c'est les communes, pour l'instant, les plus rurales. Pour la seule femme présidente d'une région, c'est la douche froide. Retour au tout début de la journée. Marguerite Dufay vote à Besançon parmi ses voisins. À ce moment-là, elle n'envisage pas encore le pire. À voter. Bonne journée. La journée sera longue pour vous, mais j'ai le sentiment qu'elle sera encore plus longue pour moi. À la sortie, pourtant, le doute est bien là. Je sens une montée beaucoup trop importante du Front National. Fin d'après-midi, la présidente passe rapidement à la préfecture où l'on calcule en direct les taux de participation. Ouais, c'est quand même pas énorme, hein. On a encore du travail à faire pour la mobilisation, hein. 19h, la présidente fait son entrée au QG des socialistes. Ici, les militants ont le sourire. Marguerite Dufay sortirait première, des résultats encourageants, mais forcément limités. Besançon est fidèle à sa réputation de belle ville de gauche, même si la progression du Front National est quand même très très inquiétante parce que c'est quand même inédit de voir 20% pour le Front National. 20h, les résultats sont définitifs. 7 départements sur 8 de la grande région placent le Front National en tête. À son arrivée en préfecture de Dijon, la candidate socialiste doit faire face au feu des questions. Votre décision est prise, il n'y aura pas de retrait. Ce serait démocratiquement inconcevable qu'une liste qui a une dynamique se retire. Marguerite Dufay ne lâche rien et compte désormais sur les voix de ceux qu'elle n'a pu rallier, les partis de gauche et les écologistes, pour l'emporter au second tour.
Il y aura donc une triangulaire dimanche prochain. La liste de droite LR-UDI a obtenu 24% des voix, conduite par François Sauvadet, donc la deuxième place. Si le contexte n'est pas idéal pour engager une victoire, en revanche, François Sauvadet a appelé à se rassembler autour de lui pour, je cite, « éviter le pire ». Reportage hier soir de Théo Souman et Romain Liboz. Dès l'arrivée des premières estimations, les militants de droite ont pris la mesure du casse-tête. Un FN largement en tête, une gauche qui résiste. Malgré sa deuxième place avec 24% des voix, la victoire s'annonce difficile pour la liste UDI-LR, conduite par François Sauvadet. On est énormément déçus quand même, on pensait faire beaucoup mieux. Et c'est surtout cette vague bleu marine qui nous fait peur, quoi. Donc j'espère qu'au second tour, on va trouver un moyen pour contrer le Front National. 21h15, le candidat rejoint sa permanence dijonnaise. Les applaudissements sont timides, les visages un peu marqués. C'est une triangulaire très incertaine qui se profile au second tour en Bourgogne-Franche-Comté. Dans ce contexte particulier, alors que le Front National est en mesure de prendre la région, je mesure la responsabilité qui est la mienne. C'est celle de rassembler pour éviter le pire. Il n'y aura, de ma part, je veux le dire, dès ce soir, ni gesticulation, ni combinaison qui serait source de confusion. Ni retrait, ni fusion de listes. La droite espère convaincre les abstentionnistes et bénéficier d'un bon report des voix du MoDem et de Debout la France pour gagner la région. Le chômage frappe et je comprends l'exaspération aussi de nos concitoyens parce que digérer la réforme territoriale, digérer la réforme cantonale, digérer cette grande région, certains l'ont exprimé aujourd'hui en disant clairement que c'était compliqué pour eux. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut les rassurer. Et les rassurer, c'est d'avoir pendant cette semaine non seulement les mots, mais en tous les cas montrer que l'action est dans ce camp et qu'on est là bien évidemment pour relever le défi. François Sauvadet s'est réjoui que la Côte d'Or, dont il préside le conseil départemental, l'ait placé en tête au premier tour. Il y a vu un message adressé aux autres départements de la grande région en vue du second tour. Édition spéciale Bourgogne-Franche-Comté pour ces élections régionales sur France 3. Les réseaux sociaux, Elsa, en ce lundi, la campagne redémarre déjà ? Oui, elle n'a pas tardé à commencer, et ce dès hier soir. Regardez ce tweet de Nadia Abidi en Franche-Comté. Nadia Abidi, soutien de François Sauvadet. Je ne lâche rien. Tractage cette nuit avant le meeting demain soir à Montbéliard. La gauche, vous allez le voir, elle aussi sur le pont. Stéphane Guiguet, socialiste de Saône-et-Loire, qui écrit un sobre « Mobilisez-vous ». Et puis, pour le Front National, c'est la tête de liste Sophie Montel qui s'y colle et qui, vous allez le voir, écrit en avant. Elle veut transformer l'essai la semaine prochaine. Merci Elsa. Direction Besançon, on retrouve Catherine Emziri et ses invités. Catherine, est-ce que vos invités ont déjà repris eux aussi la campagne ? Oui, tout à fait. Ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas attendu d'être totalement réveillés. D'ailleurs, ils l'ont reprise très très tôt ce matin. On va attaquer ce débat avec un représentant de la droite haute-saônoise. Donc, Stéphane Kremer est adjoint à Luxeuil. Il est conseiller régional et il est président du groupe LR-UDI au Conseil régional de Franche-Comté. On a vu, le Front National est le plus fort dans votre département, la Haute-Saône. Votre candidat François Sauvadet fait un score très faible, 21%. Est-ce que deux de vos électeurs de la droite classique sont partis vers Sophie Montel? Et si oui, pourquoi? L'essentiel, je pense, de nos électeurs fait surtout partie de ceux qui se sont abstenus. Je crois que le grand gagnant des élections d'hier soir, c'est quand même l'abstention, puisqu'on a près de 50% de gens qui ne sont pas allés voter. Après, quand on regarde les chiffres avec précision, notamment en Haute-Saône, vous regarderez Vesoul, vous regarderez Luxeuil-les-Bains, François Sauvadet est devant dans ces deux villes, devant Sophie Montel et devant... Donc vous dites là que vous n'avez pas perdu de vos électeurs, ils ne sont pas partis au front. Peut-être à la marge, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans l'isoloir, mais vraisemblablement que beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos électeurs de la droite traditionnelle, beaucoup d'électeurs vraisemblablement du Parti socialiste ont fait autre chose. Il faut quand même reconnaître que des élections au début du mois de décembre, dans le contexte national que nous avons eu, en même temps que Saint-Nicolas et les autres, ça c'était le contexte aussi pour Sophie Montel, ça. Oui, c'est le même contexte pour tout le monde. Oui, sauf que Sophie Montel a un électorat beaucoup plus captif, et donc quand vous diminuez le nombre de votants, forcément que le pourcentage de ceux qui vont toujours voter augmente. Je crois qu'il n'y a pas de scoop sur le résultat d'hier soir, il faut quand même être clair, c'est ce qui nous était annoncé quand même depuis des semaines et des semaines. Et pas forcément un François Sauvadet aussi bas. Sylvie Laroche, donc socialiste, conseillère régionale sortante, vice-présidente en Franche-Comté. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu facile quand même? On entendait tout à l'heure Jérôme Durin, représentant socialiste de Bourgogne, brandir le chiffon Front National pour mobiliser les troupes. Est-ce que ce n'est pas un argumentaire un peu court?
Pas du tout, parce que je crois qu'effectivement, on a bien vu hier soir qu'une fois de plus, le Front National progresse. La droite s'effondre, en tous les cas dévisse très clairement, et puis la gauche résiste. Donc comment pourrions-nous imaginer que dimanche prochain, nous confierions les clés d'une grande région comme la Bourgogne-Franche-Comté dans un contexte d'état d'urgence à un parti d'extrême droite? Ça n'est absolument pas imaginable. Si vous n'avez que ça comme argument à opposer au Front National, c'est quand même un petit peu court. Vous n'arrivez pas à convaincre votre électorat. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à convaincre notre électorat? Parce que la campagne des régionales s'est faite sur autre chose que les compétences régionales, sur autre chose que les politiques régionales que nous avons mis en place. Le bilan, personne n'en a parlé. Donc, avec un Front National qui, lui, n'a ni programme, ni visage d'ailleurs, puisque les visages des candidats du Front National sont totalement inconnus, à part la famille Le Pen, qui n'a pas de débat de fond, à part le rejet, à part la peur affichée, brandie comme programme. Comment, dans les conditions où nous avons fait campagne, pouvions-nous valoriser non seulement notre bilan, mais notre programme? Julien Accard, pour le Front National. Vous dites maintenant au Front National que ce n'est plus un vote de protestation, mais un vote d'adhésion. Compte tenu de votre programme, j'ai envie de vous demander une adhésion à quoi? Je ne comprends pas votre question. Pourquoi vous Parce que votre programme n'est pas régional, n'est pas concret. Écoutez, je m'excuse si vous ne savez pas lire, Madame Ziri, mais notre programme, il est tellement cohérent que c'est ce qui nous permet d'être en tête, largement en tête au premier tour. Moi, j'entends Monsieur Kremer et Madame Laroche nous expliquer toujours les mêmes choses. Alors, Monsieur Kremer dit non, on n'a pas du tout perdu, tout va bien, c'est à cause de l'abstention si on est aussi bas et si on est mauvais finalement. Une fois de plus, il n'entend pas le message que les électeurs souhaitent lui adresser. Et nos électeurs, en se portant massivement sur la candidature de Sophie Montel, veulent du changement. Ils veulent rompre avec la politique qui est désastreuse et sont pas rompre avec la politique absolument désastreuse. Du changement, également du bilan de Madame Laroche, parce que Madame Laroche dit non, la campagne s'est faite au niveau national et pas du tout au niveau régional. Quand on regarde les dernières études d'opinion, on sait que les enjeux locaux ont fait partie de la campagne. Et donc j'entends que ces deux personnes se réfugient soit derrière le niveau national, soit derrière l'abstention pour, une fois de plus, échapper à leurs responsabilités. Vous disiez quoi, Monsieur Kremer? Non, je dis simplement qu'effectivement, les électeurs veulent du changement, mais le changement ne peut pas être incarné par un parti politique qui, pendant les 6 dernières années à la région, a été marqué surtout par son absence. Quand on vient juste pour signer la feuille et qu'on s'en va au bout d'une heure, c'est pas comme ça qu'on peut défendre des thématiques régionales. Et la question qui vous est posée, c'est quel est votre programme? Vous déviez de la question en essayant de vous baser en disant que c'est cohérent, mais c'est cohérent avec quoi? Votre programme, il est cohérent avec la Bretagne, avec l'Île-de-France ou avec la Normandie. Aujourd'hui, parlez-nous des transports, parlez-nous du développement économique. Aujourd'hui, vous nous parlez de fermer les frontières, de sortir de la zone euro. Voilà le programme. C'est pas un programme régional. Le programme qui consiste à parler de sécurité, c'est juste à mettre de la vidéosurveillance dans les lycées. Mais la formation, elle est où dans votre programme? Donc ça, on n'a pas de programme franc-comtois. Assisté aux débats thématiques sur lesquels nos différents candidats se sont, chez vous d'ailleurs, Madame Mziri, sur France 3, Franche-Comté, France 3, Bourgogne, sur lesquels nos candidats se sont exprimés pour répondre à toutes ces thématiques. Et je pense que nous l'avons fait avec manifestement beaucoup de satisfaction pour nos électeurs. Voilà. Sylvie Laroche? Moi, je crois que vous êtes incapable de proposer et d'avoir une seule idée à nous soumettre là, à l'instant même. Moi, je suis avec Marie-Guide Dufay pour une région qui porte haut et fort les enjeux de protection par la formation. Mais je n'ai jamais entendu Madame Montel, en 5 ans, nous dire un mot sur ce sujet-là. Je n'ai jamais entendu Madame Montel apporter une seule contribution, alors que même ces candidats au Conseil régional souvent dormaient pendant les séances. Redisons-le, mais aucune contribution au débat régional et aux politiques régionales. Et moi, je suis avec Marie-Guide Dufay pour une région qui porte de la protection, pas de la protection sécuritaire, de la protection avec les enjeux de formation à tous ceux qui souffrent aujourd'hui. On sent qu'elle a déjà perdu les élections dans sa tête, alors elle s'emballe
et du coup... Alors répondez à Madame Laroche. J'ai deux réponses à faire. D'abord sur l'absentéisme, c'est totalement faux. L'étude qui est sortie d'ailleurs par vos confrères... Et très rapidement parce qu'il nous reste que quelques secondes. L'étude qui est sortie par vos confrères le prouve. Nos élus font preuve d'une très grande participation aux assemblées. Basé sur les discours sur les feuilles. Faits. Vous le savez très bien. Je vais même aller plus loin. Madame Montel, qui est députée européen au Parlement européen, plus souvent à Strasbourg qu'à Besançon, c'est sûr. A un taux de présence de 99%. Je crois. 99% elle est deuxième au niveau des députés français. Venez voir. Et puis sur l'incompétence, écoutez, Madame Laroche, c'est quand même insensé avec votre bilan de nous juger de personnes incapables. Mais le bilan, il est bon. Mais votre bilan, il est mauvais. Quand vous faites des formations pour les arbitres, des arbitres de basket, Madame, vous voulez faire des formations d'arbitres de basket en Franche-Comté. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Voilà, à côté de la plaque. On va rendre la parole à Dijon. Merci Madame, merci messieurs. À vous Dijon. Merci beaucoup Catherine. On peut parler, en tout cas en parlant d'hier soir, de claque pour les Verts. Ils espéraient surfer sur la vague de la COP 21, c'est raté. Ils ne siégeront a priori même pas au Conseil régional. Retour sur une soirée difficile aux côtés de la leader Cécile Prudhomme avec Laurent Ducreuset et Laurent Brocard. Dans un Cursal désespérément vide, un parfum d'échec diffusé par SMS. D'ailleurs, Cécile Prudhomme attendra d'être à Dijon dans les salons de la préfecture pour commenter son score. Avec moins de 4% des voix, les écologistes sortent du jeu. Je suis hyper déçu et pour moi c'est dramatique qu'il n'y ait plus d'écologistes en Bourgogne-Franche-Comté, parce qu'on est quand même les seuls à prendre l'urgence climatique en compte et l'urgence sociale. On peut faire barrage au Front National. Au moment même où Marie-Guide Dufay appelle au rassemblement, la candidate écologiste évoque déjà le second tour. Nous, on va tout faire pour battre la droite et l'extrême droite. Voilà la seule chose que je peux vous dire pour l'instant. Après, les modalités, on en discute entre eux, et puis on voit après. Il est alors 22h, mais au siège des écologistes, la discussion s'annonce délicate. Ici, la déception est forte, le soutien automatique loin d'être acquis. Pourtant, les contacts avec les responsables socialistes sont pris. La nuit sera longue. Est-ce qu'il y a des dossiers ici qui vous semblent importants et même incontournables pour avoir votre soutien ? L'agriculture biologique, le développement des énergies renouvelables, le développement du transport alternatif. Et puis, globalement, on veut appeler à battre le FN. À 4h ce matin, Europe Écologie Les Verts appelait officiellement à voter pour Marie-Guide Dufay. Un mauvais dimanche également pour l'alternative à gauche, union du Parti communiste, du Parti de gauche et du mouvement républicain et citoyen. Sa tête de liste, Nathalie Vermorel, et les militants sont passés de l'espoir de franchir les 5% pour pouvoir fusionner à la désillusion à l'arrivée des résultats. Fanny Borius et Gabriel Talon. Nathalie Vermorel avait décidé de suivre les résultats à la préfecture à Dijon. Arrivée un peu avant 20h, la tête de liste alternative à gauche était alors très optimiste. Les derniers sondages nous ont mis depuis le début de l'été jusqu'à maintenant entre 7 et 8,5. Je pense qu'on sera effectivement dans cet étiage. On verra. À 20h15, les premières estimations tombent et donnent sa liste à 4,5%. Mais Nathalie Vermorel croit encore pouvoir dépasser les 5%. Bien sûr, comme on le dit, on est un peu sur le fil du rasoir, on est un petit peu dans l'inquiétude, mais je pense qu'on passera les 5%. Je suis confiante. À 21h passées, vous y croyez encore? Moi, je suis quelqu'un qui me bat tout le temps jusqu'au bout et qui croit jusqu'au bout à mes idées, aux idées qu'on représente. Et voilà, bien sûr, j'y crois toujours. De retour à la fédération du Parti communiste, transformée en QG de campagne, quelques militants sont là, visage fermé. La déception est grande. Ce score-là, il ne vient pas par miracle. Ce n'est pas pour les beaux yeux de la dame du Front National. C'est parce qu'il y a des gens qui souffrent et un gouvernement qui ne les entend pas, mais qu'on rajoute une couche. C'est toute la gauche qui doit s'interroger. Et il faut reconstruire de fond en comble un grand projet avec les gens pour une gauche véritable. Je pense que c'est la leçon principale de ce soir. Il est 21h30 passé lorsque la liste prend enfin la pleine mesure des résultats.
J'avoue franchement que je pensais que ce ne serait pas à l'ordre du jour. Je suis très déçue pour ma région, c'est surtout ça. Je me dis que si le Front National s'empare de cette région, ça va être une catastrophe. J'ai beaucoup de craintes pour les jeunes dans les lycées, j'ai beaucoup de craintes pour la formation professionnelle, j'ai encore plus de craintes pour le TER. À chaque fois qu'on a voulu faire des politiques, ils ont voté contre. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de cette région? On va vivre dans un désert, on chassera les étrangers, c'est tout. Sans ambiguïté, Nathalie Vermorel a appelé dès hier soir à voter pour la candidate socialiste au second tour, dimanche prochain. Jérémy, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que dès ce lundi, dans chaque camp, on fait beaucoup de mathématiques et on compte notamment sur les reports de voix. Oui, alors pour l'instant, à gauche, au moins, c'est clair. Les seules consignes de vote qui ont été données émanent de Cécile Prudhomme, l'écologiste, et de Nathalie Vermorel, la communiste. Elles ont dit toutes les deux dès hier soir qu'elles voteraient pour celle avec qui elles voulaient d'ailleurs s'allier entre les deux tours, en l'occurrence la socialiste Marie-Guide Dufay. À droite, c'est beaucoup plus compliqué. Maxime Thiebaud, 4e surprise de ce premier tour, a renvoyé dos à dos François Sauvadet et Sophie Montel. Pas de consigne de vote, nous a-t-il dit. Alors on rappelle le positionnement de Debout la France, un parti souverainiste, Nicolas Dupont-Aignan, qui lui-même a dit en Ile-de-France qu'il ne souhaitait pas fusionner avec la liste de Valérie Pécresse et qu'il ne souhaitait pas donner de consigne de vote. Alors comme le FN, le parti Debout la France a beaucoup parlé de sécurité et d'immigration pendant cette campagne, mais il rejette clairement le Front National. Que feront ses électeurs? C'est aussi la clé de cet entre-deux tours. Hier, autant Sophie Montel que François Sauvadet leur ont lancé des appels du pied. Et puis, à droite, il y a aussi le MoDem. Pas de consigne non plus, si ce n'est d'empêcher le Front National de remporter la région. Et là, c'est quand même un beau gâchis à droite parce que Christophe Grudler, un ancien RPR, voulait l'union dès le premier tour avec la liste de François Sauvadet, mais ni François Sauvadet, ni surtout Nicolas Sarkozy et Damien Meslot n'ont voulu de lui, ils lui ont claqué la porte au nez et aujourd'hui Christophe Grudler leur renvoie en quelque sorte dans la figure. Et puis enfin et surtout, la moitié des électeurs n'a pas voté hier. Donc les réserves de voix, elles sont aussi chez les abstentionnistes. 1 million d'électeurs à reconquérir donc pour ce deuxième tour. Et messieurs, tous ces abstentionnistes, c'est autant de remises en question de vos politiques. Comment faire pour aller les chercher, ces gens qui sont complètement détournés du scrutin? Alain Joyandet. D'abord, je voudrais, après votre éditorial, vous dire que c'est à droite que les choses sont les plus claires, et pas à gauche. Sauf que nous, on est clair depuis avant le premier tour. Personne n'a appelé à voter pour François Sauvadet. Nous avons, nous, une stratégie qui est claire, un projet compact, global, cohérent, une équipe compacte, globale et cohérente. Depuis le début, avant le premier tour, si on nous fait confiance, on sait ce que nous ferons à partir du lundi qui suivra le deuxième tour. La gauche n'est d'accord sur rien. Ils sont d'accord sur rien. La gauche et les Verts, le TGV, les autoroutes, etc. Ils sont arrivés devant les électeurs avec 3 listes différentes. On voit le résultat. Donc, non, les choses sont simples. Du côté de François Sauvadet, on sait ce que nous allons faire. Il n'y aura pas de tripatouillage entre les deux tours parce que toute la description que vous avez faite, c'est ce dont les gens ne veulent plus. Avec qui on s'associe, avec qui on s'additionne, avec qui on soustrait. Nous, c'est simple. Autour de François Sauvadet, il y a une équipe, un projet. Avant le premier tour, jusqu'au deuxième tour, la seule liste qui est capable de rassembler et de faire échec au Front National, c'est la liste de François Sauvadet pour laquelle j'appelle tous les électeurs de la droite et du centre à nous rejoindre pour le deuxième tour. Jérôme Durin va sans doute nous dire la même chose pour la liste de Marie-Guide Dufay, qui est la seule en capacité. C'est ce que vous nous avez déjà dit. Mais alors, il y avait 80 000 voix en gros pour les écologistes et les communistes. Vous êtes sûr de les avoir déjà d'une? En quelques mots, alors qu'il n'y a pas de fusion, puisqu'ils n'ont pas franchi la barre des 5%. Personne n'est propriétaire de ses électeurs. Donc celui qui dit le report de voix, il sera tel ou tel, il vous ment. Il y a une chose que je partage avec Alain Joyandet, c'est que les choses sont simples. François Sauvadet est tout seul. Il est tout seul. Il n'a pas de report de voix. La gauche est rassemblée. On a travaillé ensemble pour gérer les régions jusqu'à maintenant. On avait le projet d'un accord. On a un soutien explicite du reste de la gauche. Les électeurs suivront. Donc je pense qu'on a une vraie dynamique. On l'a senti dans les sondages. La droite n'a cessé de dévisser. Ils sont partis à 30, ils finissent à 24 péniblement. On est un point derrière. Donc il y a une dynamique de notre côté, c'est évident. Et les seuls qui peuvent faire barrage contre le Front National, c'est la gauche rassemblée. C'est de l'arithmétique électorale. Moi, je crois aussi qu'il y a un sursaut. Vous avez parlé longtemps? Non, pas de mots. Du coup, il y a un sursaut. Il y a un sursaut républicain. Plusieurs mots. Il y a un sursaut républicain
qui permet quand même de mobiliser les abstentionnistes qui ont envie d'éviter le Front National. Il faut le dire quand même. Et c'est mon dernier mot. Mais il va falloir aller les chercher. Il va falloir aller les chercher. Mais on a là une imposture politique. C'est des gens qui sont plus opportunistes, plus carriéristes, moins travailleurs que les autres. Donc un jour, les électeurs vont ouvrir les yeux sur ce sujet. Juste un mot. Juste un mot, puis on va faire parler Julien Audoul. Juste un mot, mais franchement, écoutez, vous avez la présidente sortante de la région Franche-Comté. Une femme très bien. Moi, je veux bien qu'on dise tout et n'importe quoi en termes d'analyse électorale et puis de deuxième tour. Premièrement, les consignes de vote, ça ne marche pas. Les gens, ils sont adultes, c'est pas la peine de leur donner des consignes. Au deuxième tour, ils savent ce qu'ils ont à faire et il faut respecter le vote de chacun. C'est pour ça que je dis que c'est pas la peine de tripatouiller. Puis deuxième chose quand même, moi je voulais pas être sévère avec vous jusqu'à présent, vous avez la présidente sortante et il y a 80% des gens qui lui ont refusé sa confiance au premier tour. Elle est où la dynamique ? 80% des gens, quasiment, ont refusé d'accorder leur confiance au premier tour à la présidente sortante. On sait très bien que quand on est sortant, quelle que soit l'élection, c'est une force considérable. Donc vous êtes en totale décrépitude avec le Parti socialiste, et c'est ça la réalité. Et l'alternance, elle est à droite, elle n'est pas à gauche. Julien Audoul, alors vous allez les chercher où les électeurs, vous l'avez dit, les abstentionnistes, mais est-ce que vous faites un appel clair aujourd'hui aux électeurs de Debout la France, par exemple ? J'aimerais relever comme l'aveu de monsieur qui vient de dire nous avons géré les régions ensemble. Ce qui est vrai, puisque UMP, UDI, PS, on le même. Il parlait du PS, si vous comprenez ça va poser problème quand même. Oui, tout à fait, mais l'absus révélateur, parce que vous avez exactement le même bilan et il est calamiteux. Vous comprenez même pas le diagnostic. Il est calamiteux et surtout, donc je dirais que droite et gauche partagent finalement un seul et même programme, c'est faire barrage au Front National. C'est leur seul objectif. J'entends pas parler de chômage, j'entends pas parler de formation professionnelle, j'entends pas parler d'exclusion territoriale. Est-ce que vous allez faire un appel clair aux électeurs, par exemple, de Debout la France? Certains ont déjà dit qu'ils allaient voter. Mais nous ne faisons pas appel à des partis, nous faisons appel à des citoyens. Des citoyens, c'est-à-dire que nous, avec Sophie Montel, nous entendons faire un grand rassemblement de patriotes, qu'ils viennent de gauche, du centre ou de la droite, et surtout les abstentionnistes, ceux qui ne sont pas allés donc aux urnes dimanche dernier. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se mobiliser, ils vont se dire leur vote pour une fois va avoir une incidence et ils sont lassés de cette alternance droite-gauche qui mène à l'échec et je dirais à l'incapacité. Donc je pense que dimanche prochain, ils vont se mobiliser en masse. C'est des mots, tout le monde nous dit vote utile. Il y a eu des appels répétés dans tous les partis, même au Front National, des appels au vote utile. Il fallait voter pour sauver la République, il fallait voter contre les terroristes. Et finalement, plus de la moitié des électeurs sont restés à la maison. Ça vous interpelle pas, ça? Mais bien sûr, mais ça nous interpelle, excusez-moi, ça nous interpelle, mais principalement, c'est ceux qui sont aux manettes, au pouvoir, qui sont responsables de cette incapacité et de ce dégoût de la démocratie. Ils ont réussi à dégoûter les Français de la démocratie avec les affaires, avec les magouilles, avec des politiques calamiteuses et surtout avec leurs échecs permanents. Échecs sur le chômage, échecs sur la lutte contre le terrorisme islamiste, échecs sur tout. Donc il est normal, et je comprends ces Français qui n'ont plus envie d'aller voter. Et moi je leur dis qu'avec Sophie Montel, ils vont pouvoir donner une vraie chance à leur région. Julien Audoul, vous demandiez la parole. Jérôme Turin. Jérôme Turin, pardon. Allez-y, Jérôme. Sur l'échec démocratique, c'est évident. Il y a une crise démocratique profonde. Elle n'est pas nouvelle. Moi, je suis entré en politique après le 21 avril 2002, justement sur ce constat-là. Mais vous nous dites ça depuis le 21 avril 2002. Mais les choses ont bougé. Qu'est-ce qui va changer demain C'est un travail de très long terme. On est dans une transition économique et sociale très longue et qui appelle. Mais on sent une vraie impatience. Mais il y a une vraie impatience, évidemment. Les gens souffrent. Mais c'est pas avec des réponses comme celle du Front National qu'on va arriver à résoudre le problème. Ils ne vendent que de la haine, de l'exclusion. Ils opposent les Français les uns avec les autres. Il y a un problème. Est-ce que je peux terminer, monsieur, s'il vous plaît? Il y a aussi un problème dans le débat public. Vous disiez tout à l'heure, on n'a pas parlé des régionales. Écoutez, si les journalistes font correctement leur boulot, et si les électeurs font correctement leur travail de citoyen, ils regardent les propositions. Et vous voyez quand même que quand le Front National dit on va geler les taxes, dans un programme régional, il n'y a pas de taxes à la région, c'est du flanc. Ils ont un programme national décliné partout de la même façon, ça ne tient pas la route. Ils ne s'intéressent pas à la région. Visiblement, les électeurs ne le voient pas. Oui, ils ne le voient pas. Oui, un mot justement sur ce qui est le plus intéressant, c'est-à-dire qu'est-ce que nous ferons si nous arrivons avec François Sauvadet à la région. En fait, nous allons faire exactement l'inverse de ce que le Parti socialiste a fait. Nous allons diminuer les charges de fonctionnement, nous allons relancer la croissance par l'investissement. La Bourgogne-Franche-Comté est la seule région qui est actuellement en perte de vitesse.
jeunesse. Dire qu'il n'y a pas de taxe, dire qu'il n'y a pas de taxe, chers collègues socialistes, c'est tout à fait faux, puisque vous avez mis, puisque vous avez parlé de taxes, vous avez mis les taxes à fond sur les produits pétroliers, vous avez la question de la taxe sur les cartes grises, vous avez une différence entre la Bourgogne et la Franche-Comté, que vous vouliez mettre tout le monde à hauteur de la Bourgogne. On a dû, avec François Sauvadet, déposer un texte de loi pour justement permettre aux Franc-Comtois de ne pas être complètement taxés avec les taxes grises en les mettant au niveau des Bourguignons, etc., etc. Et l'emploi qui sera notre première priorité, parce que nous pensons qu'à la région, si on s'occupe correctement des questions d'emploi, nous pourrons réussir au plan régional ce que nous ne faisons pas au niveau national. 200 000 chômeurs en Bourgogne-Franche-Comté, c'est plus facile à gérer que 5 millions au niveau national. Vous aviez 2 régions, la Bourgogne, la Franche-Comté, 6 départements sur 8. Vous ne vous êtes jamais réunis une fois ensemble pour se dire qu'est-ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Je parle des 6 départements socialistes et des 2 régions socialistes. Vous ne vous êtes jamais réunis pour vous occuper du chômage. Donc on fera l'inverse, en gros. Et notre programme, il est tout à fait clair. Et l'avantage, enfin, pour terminer, l'avantage, c'est qu'il ne change pas entre le premier et le deuxième tour. Notre programme ne change pas, et la réalité, quand même, c'est que François Sauvadet est parti pour une balade de santé avec un programme très léger, comme pour les départementales, finalement. Il pensait que ça allait basculer. Naturellement, ils n'ont pas assez travaillé, les électeurs l'ont vu, on a un programme solide, on a une candidate qui est solide, qui est saine, qui veut travailler pour les gens, pour les protéger. Merci. On va retrouver Maxime Thiebaut dans quelques instants. Avant, je vous propose de découvrir le sujet. Maxime Thiebaut, qui est donc le leader de la liste Debout la France, qui a réussi à dépasser les 5%. Hier, notre équipe l'a suivi. Maxime Thiebaut a de quoi sourire. Le parti de Nicolas Dupont-Aignan fait grâce à lui un score de 5,2%, soit 2 points de plus que la moyenne nationale. Un résultat justifié par le travail de terrain selon le Benjamin des têtes de liste. On sera à 5-0-0 et a priori ça ne pourrait pas baisser, donc c'est une bonne nouvelle, je suis content. Déjà parce que ça augmente par rapport à nos autres scrutins, deuxièmement parce qu'on sera remboursé et troisièmement parce que notre travail local, on a vraiment labouré le terrain à payer et on doit certes notre résultat au scrutin et à l'ambiance nationale, mais on doit aussi notre scrutin à notre travail local et j'ai une bonne équipe derrière moi donc je suis très content, ils peuvent s'applaudir, c'est certain. Les militants ont aussi de quoi être enthousiastes. Le travail de terrain a porté ses fruits, mais aussi la jeunesse semble avoir convaincu un électorat. C'est la volonté aussi du parti d'incarner le renouveau en politique. Et c'est vrai que Maxime Thiebaut est quelqu'un de compétent, qui a déjà en plus une expérience sur le terrain. Et malgré ses 24 ans, il est vraiment excellent. Il passe très bien au niveau de la communication. Et oui, je pense que vraiment ça montre la volonté d'un renouveau et d'une rupture avec le système actuel. Autre différence, celle du contenu de la campagne. L'équipe de Maxime Thiebaut est demeurée sur le débat territorial alors que d'autres candidats plaçaient leurs interventions dans un contexte plus national. Le fait de proposer un projet concret pour la région, je pense que ça a eu du poids. En effet, pendant que les autres partis évinçaient cette partie de la campagne régionale, je pense qu'on a fait aussi un petit peu la différence, en tout cas pour les partis comme le nôtre. Maxime Thiebaut sera en tout cas un des hommes les plus courtisés de l'entre-deux tours. Reste à savoir désormais vers qui iront ces 50 000 voix. Et la tête de liste du parti Debout la France est en direct avec nous depuis Dijon. Maxime Thiebaut, vous nous disiez hier soir ici même que la nuit portait conseil. Quelles consignes avez donc vous reçues de votre parti Debout la France ce matin? Ah, petit souci peut-être de liaison avec Dijon. Non, c'est bon. On vous écoute, Maxime Thiebaut. Vous m'entendez? On vous entend. Oui, bonjour déjà. Il n'y a pas de consigne de vote. Les électeurs sont libres. Bon, vous savez, je ne suis pas socialiste. Les électeurs sont libres de voter pour qui ils veulent. Le premier tour, c'est le temps de la politique, le temps des idées. Et le deuxième tour, c'est le temps de choisir un président. Les électeurs à regarder les projets, à regarder les programmes et à voter pour le meilleur des candidats. Donc, et vous voterez pour qui alors, Maxime Thiebaut, dimanche? Ah bah moi, vous savez, il y a le secret de l'isoloir, j'y suis attaché. Et vos 50 000 électeurs peuvent avoir envie de savoir. Je leur ai déjà dit que je n'étais pas socialiste. Donc ça exclut quand même déjà une personne. La deuxième, c'est qu'ils sont libres, ils sont intelligents, ils sont grands. Ils savent que mon objectif, c'est de construire une droite patriotique, gaulliste, souverainiste. Je suis attaché à ces idées de retrouver l'indépendance de la France. Et au niveau régional, parce que ça a été la démarche de notre campagne, je leur demande de regarder les projets, de faire comme nous avons fait, c'est-à-dire de voter pour un projet. Et de voter éventuellement Front National, donc.
Ils votent pour un projet, c'est très important. Et je pense que le gagnant de dimanche sera celui qui aura eu le plus de dynamique. Merci Maxime Thiébaut en direct de Dijon. Réaction peut-être. Alain Joyandet et Julien Audoul ont beaucoup discuté en écoutant Maxime Thiébaut. Vous avez compris quoi finalement? Parce que nous, on n'a pas forcément compris. Pour qui il va voter? Alors moi, je suis consolidé dans ma conviction. J'avais d'ailleurs pris cette position qui avait un peu choqué à l'époque lors de la partielle du Doubs. Je pense que dans un deuxième tour, les citoyens sont suffisamment adultes, ils sont grands, c'est pas la peine de les instrumentaliser. Chacun vote en son âme et conscience. Julien Audoul. Maxime Thiébaut nous a rappelé qu'il était souverainiste et gaulliste, donc je pense qu'il ne pourra pas appeler à voter François Sauvadet, qui est un européiste et qui est pour la soumission à l'Europe de Bruxelles. Voilà, donc s'il est cohérent, normalement il devrait voter pour Sophie Montel. Écoutez, il soutient François Sauvadet comme l'accord de soutien le pendu, c'est-à-dire qu'il ne le soutient pas. Il a appelé à voter pour un bon projet, et je crois, même s'il n'est pas socialiste, que le bon projet, c'est le nôtre. Donc finalement, je pense que ces électeurs, ils peuvent se retrouver derrière Marguerite Dufay. Ils sont très convoités, les 5% d'électeurs de Maxime Thiébaut. Pour terminer, peut-être un petit mot d'Elsa, aller sur la mobilisation. Est-ce qu'il y a justement sur le fil un appel à la mobilisation? Oui, écoutez, effectivement, les appels au rassemblement se multiplient. Un tweet de Liliane Lucchesi, par exemple, la franc-comtoise, je ne retrouve pas le tweet, mais qui appelle à un sursaut républicain. Un autre tweet, celui de Jean-Michel Villaumet, député socialiste de Franche-Comté, qui lui aussi veut empêcher le FN de conquérir les régions. Et puis un dernier message d'un bourguignon, Alexandre Moring du Parti communiste, qui dit en Franche-Comté, on a donc le choix, la mobilisation ou la candidate qui croit en l'inégalité des races. Moi, j'ai choisi, c'est cash. Les temps forts à venir, bien sûr, France3.fr pour retrouver les résultats dans votre département. Le 19-20 ce soir. Le dépôt des listes, c'est donc demain mardi pour l'intégralité des listes qui seront présentes au deuxième tour. Notez également parmi les temps forts le journal de campagne tout au long de la semaine dans votre 19-20. Et puis un débat d'entre-deux tours mercredi sur France 3. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis et passez une très très belle après-midi.